Eh ben, salut bande de nazes. C'est parti pour un nouveau podcast avec Batman Legends. Salut tout le monde, et comme vous venez de l'entendre, Harley Quinn est avec nous, ou plutôt devrais-je dire que Dorothée Pousseau est avec nous. Bonsoir Dorothée. Bonsoir, salut tout le monde. Dorothée qui donc a accepté de venir participer à ce battle qu'avec nous. Dorothée Pousseau que vous pouvez entendre très souvent, d'ailleurs que ce soit au cinéma, dans des séries télé ou même dans des jeux vidéo. Vous entendez Dorothée un petit peu de partout. Ce serait bien trop long de détailler tout son CV ici maintenant. Mais elle est notamment la voix française de Margot Robbie, qui interprète donc Harley Quinn au cinéma, et vous pouvez la retrouver depuis le 15 octobre dernier sur la chaîne de TV Toonami, puisque c'est également Dorothée qui prête sa voix à Harley Quinn dans la série animée éponyme. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à cette petite présentation, Dorothée ? Bah écoute, non, elle est merveilleuse. Je sais pas dans les actus si on peut rajouter que je viens de, parce que maintenant on peut en parler parce que ça fait quelques mois que j'ai bossé sur un des rôles principaux du jeu Little Hope, voilà, ouais. Sur lequel mon pote Squeezie a joué il y a quelques jours là, et du coup bah voilà, apparemment le jeu est cool. Moi je joue pas trop au jeu. Donc je peux pas vous dire mon retour à moi, mais en tout cas, il fait bien flipper, c'est sûr. Et je l'ai regardé jouer un peu la dernière fois en live, et c'est vrai qu'il a l'air bien stressant. Et voilà, mais non, mais super présentation de mon actu, merci beaucoup. Je t'en prie, j'ai essayé de résumer, en tout cas, pour ce qui nous intéressait le plus, évidemment, Harley Quinn, tu l'auras deviné. Et puis je vais enchaîner avec une première question, qui concerne donc forcément Harley Quinn, puisque tu prêtes ta voix au personnage. Déjà, pourquoi ou comment a-t-on fait appel à toi pour le rôle d'Harley Quinn ? Est-ce que c'est une volonté de ta part ? Et éventuellement, comment ça se passe le doublage d'une série comme Harley Quinn ? Alors, pardon, j'avale de travers. Alors, en fait, Harley Quinn, à la base, c'est et toujours d'ailleurs, c'est une super comédienne qui s'appelle Kelvin Dumour qui la double normalement. Donc là, c'est vraiment exceptionnel en fait que je la fasse dans un dessin animé, parce que moi en fait, je double Margot Robbie, mais pas Harley Quinn en fait. Techniquement. Oui. Donc quand Margot Robbie s'est retrouvée à faire Harley Quinn, bah j'ai fait Harley Quinn du coup, puisque je doublais Margot Robbie. Et Kelvin est plus âgée que moi, donc c'est vrai qu'elle doublait, enfin elle peut pas doubler Margot Robbie en soi quoi. Donc voilà, donc, du coup je me suis retrouvée à faire Harley Quinn, étant donné que je doublais Margot Robbie. Et ensuite dans les dessins animés, ça reste Kelvin en fait normalement. Et dans celui-là, c'est différent parce que Warner voulait vraiment que ce soit moi, parce que pour eux, c'est vraiment Birds of Prey. C'est-à-dire que c'est vraiment l'émancipation d'Harley. Ouais. C'est l'après Birds of Prey, où la saison 1 commence, bah, elle a quitté, elle s'est fait larguer par le Joker. Voilà, donc c'est vraiment une suite de Birds of Prey. On part de là, et une suite, c'est vraiment tiré de Birds of Prey. Et ce qui fait qu'ils voulaient la même voix que Harley Quinn dans Birds of Prey. Mais je me suis retrouvée effectivement à le faire sur cette série de dessins animés, mais normalement il n'y en aura pas d'autres. Enfin voilà, j'ai fait une phrase dans Lego où il y avait Harley Quinn, c'était une phrase, donc c'était un clin d'œil. Mais bon, ça devrait pas se reproduire normalement, c'est pas moi exactement. Voilà. Ah, d'accord, donc tu as prêté ta voix, mais on risque de la reprendre alors. Oui, voilà, exactement. Bah, sur Harley Quinn, oui. Et effectivement, je suis pas la créatrice du rôle, et puis en plus, comme je vous dis, la comédienne, elle est super, et oui. Voilà, j'espère qu'elle le conservera, et tout ça. Il y a pas de raison que je lui prenne son personnage, quoi. Là, c'était vraiment un truc à part, parce que voilà, comme je vous dis, il voulait à tout prix que ce soit la suite de Birds of Prey, mais par bon, contre, si je peux me permettre, du coup, tu restes quand même officiellement la voix de Margot Robbie. Donc, tu pourras refaire du Harley Quinn, mais si ça touche. Ah oui. D'accord. Voilà, exactement. Voilà, par exemple, c'est prévu au programme que je fasse Suicide Squad 2, puisque de toute façon j'ai fait le 1, donc je reprends effectivement, qui a été décalé à cause du Covid. Oui, forcément, ouais, malheureusement. Voilà, on devait enregistrer là en décembre, je crois, mois prochain, je crois, ou en janvier max.
Et je sais plus quand est-ce qu'il devait sortir, mais nous, on devait enregistrer, je crois, en janvier. Et bah du coup, évidemment, c'est reporté. Et mais bon, voilà, ça, je vais le faire, évidemment. Ça, c'est sûr, j'ai fait le 1, donc je fais le 2 et je suis trop contente, quoi. Mais après, normalement, je dois pas spécialement réintégrer Harley Quinn dans les dessins animés, les autres séries, enfin, s'il y avait une autre série, etc. Normalement, je suis pas censée la faire. Ok. Bah, du coup, Voilà. je vais continuer Ouais. sur la prochaine question. À quel point tu es libre de la voix et du ton utilisé sur Harley Quinn et quelle a été ton impression par rapport à doubler Robbie et comment ça s'est passé au niveau de ton ressenti? Ben, j'avoue que ce qui est génial avec des clients comme Warner, c'est qu'ils sont hyper dans l'artistique et hyper à l'écoute des artistes. Ok. Donc c'est assez génial parce que moi j'ai apporté un peu ma touche à moi et ce qui me fait marrer moi. Alors c'est pas forcément toujours ce que. Alors quand c'est Margot Robbie, évidemment, je suis là pour la servir. Moi je suis rien du tout. C'est elle la star. Moi je suis là pour essayer de lui rendre hommage du mieux que je peux. Voilà, bon ça reste une VF. Je dis pas que c'est pas bien, mais je veux dire c'est évidemment quand on tourne le film c'est beaucoup plus simple. Enfin moi je fais les deux dans la vie et c'est quand même plus simple de tourner que de doubler quoi. Enfin doubler c'est pas toi, c'est pas ton rythme, c'est pas voilà, c'est toujours plus compliqué. C'est difficile quoi comme exercice le doublage et c'est vrai que voilà moi j'essaie de lui rendre hommage et de respecter au maximum son travail. Donc là j'ai pas une grande part de liberté, mais de toute façon parce que je me l'octroie pas. En fait, c'est surtout que moi, je veux lui rendre hommage, donc j'essaie d'analyser son jeu et j'essaie du mieux que je peux, puisque je pense pas avoir non plus son talent, de faire ce que je peux pour voilà pour essayer de l'égaler au maximum. Maintenant, sur le dessin animé ou sur d'autres projets de dessin animé en général, c'est plus effectivement, il y a beaucoup plus de liberté. Étant donné déjà que la comédienne américaine est moins une star, etc., puis qu'on ne la voit pas réellement et que ce soit de l'anime, du coup là j'apporte un peu mes conneries à moi, j'ai envie de dire mon humour, même certaines phrases, voilà je les vulgarisais un petit peu. Qu'est-ce que tu as apporté par exemple qui est notable et qui n'était pas dit de Warner? Non, mais c'est que parfois je la rends un peu. Alors je la prends un peu plus basse qu'elle, je la prends un peu moins aiguë, mais parce que de toute façon j'ai une voix plus grave. Mais c'est aussi volontaire de la part du directeur artistique et tout ça pour que ce soit un peu moins agaçant en fait, parce qu'elle est censée être un peu agaçante, mais que ce soit un peu moins perché comme ça tout le temps, tu vois, un peu sur les nerfs. Donc c'est vrai que je la prends un peu plus dans ma voix normale, un peu plus dans les graves et tout. Mais après, disons que je m'octroie des libertés de texte. Les auteurs sont super, c'est des super auteurs. Mais voilà, si j'ai envie de changer, d'ailleurs j'avais mis un petit extrait sur mon Instagram où je montrais ce que j'avais enregistré et puis après je montrais l'envers du décor, ce que moi je voyais, l'image avec le texte. Et on voit d'ailleurs que je dis pas ce qui est écrit sur la bande rythmo, quoi. C'est-à-dire que voilà, je crois qu'elle avait écrit allez tous vous faire voir ou je sais pas quoi, et moi j'ai dit allez tous vous faire enculer. Enfin voilà, je me suis permise de me lâcher un peu plus. Ça c'est bien lâché là. En anglais, elle se lâche. En anglais, elle est hyper trash. Ah oui, c'est vrai qu'en français, on a toujours tendance à aseptiser un peu. Voilà. Bon là, je me suis donné un peu plus de liberté, on va dire, et Warner est hyper accompagnateur, quoi. Ils nous ont confiance en nous en fait et ils nous laissent faire notre taf en fait sans nous réprimander, sans nous brimer, sans voilà. Donc ça c'est hyper agréable. Voilà, donc c'est vrai que je peux faire après ce que je veux en restant évidemment cohérent dans le sens dans l'esprit du dessin animé, quoi. Je vais pas non plus dénaturer tout le truc et tout changer. Bien sûr. Mais voilà. D'ailleurs, si Wikipédia ne se trompe pas, tu as doublé pas moins de 4 actrices différentes sur Harley, donc évidemment pas toujours de façon aussi importante les unes que les autres, mais donc Kaley Cuoco, Tara Strong, Margot Rubin, que je ne connaissais pas, et Margot Robbie. Est-ce que tu les doubles de la même manière, ou est-ce que tu t'adaptes à chaque actrice pour rendre un personnage un peu différent à chaque fois? C'est une bonne question. En fait, je serais même curieuse de voir ce que j'ai fait, moi. D'accord. Dans les 4 extraits, pour me dire est-ce que je les ai abordés différemment. De toute façon, je les ai forcément un petit peu abordées différemment parce que, étant donné qu'elles sont elles-mêmes différentes et surtout que c'est des produits différents,
Parce que le dessin animé, je le fais beaucoup plus hystérique que le film, par exemple, Oui, que bien Birds of Prey. Parce que elle est beaucoup plus hystérique, quoi. Elle est complètement, elle est folle, mais folle, un peu agaçante, un peu, voilà, vraiment un peu hystéro et tout. Alors dans le film, elle est juste brinzingue, mais elle est pas hystéro, elle est pas tout le temps en force, tout le temps comme ça. Elle est pas comme ça, quoi. Alors que l'autre, elle est quand même plus barrée. Ce qui fait que je les ai forcément, vu que les projets sont différents et que les Harley Quinn sont différentes en anglais, j'imagine que moi, je suis un peu différente en français. Forcément. Et justement, du coup, est-ce que tu trouves logique de prendre une même doubleuse pour interpréter des personnages qui, eux, sont un peu différents? Qu'est-ce que tu penses que tu peux rendre de spécifique en étant la même doubleuse pour des personnages qui, Non, dont tu dis justement, qu'ils c'est ont une pour essence un avoir peu quand même un particulière? rapport, une corrélation entre elles et pour quand même que ce soit, pour qu'il y ait quand même une cohérence, parce que quand on écoute Batman, c'est vrai qu'on aime bien avoir la voix de Batman, quoi, quel que soit le projet. Ça fait bizarre si d'un coup c'est une autre voix, c'est comme si d'un coup on mettait une autre saison d'Homer Simpson, enfin des Simpsons, et que d'un coup c'est plus la même voix qu'Homer. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui est un peu bizarre de toute façon si on change même si le comédien change, américain, ils essaient quand même en France, si la comédienne peut le faire, de garder la même personne ou ouais, et puis ils vont la dessiner quand même pareil, de toute façon. D'un coup, ils vont pas la faire brune ou la faire chinoise ou la faire. De toute façon, ils vont garder quand même une cohérence eux, même si elles sont différentes dans leur truc. Et eux, si la fille l'a pas fait, c'est parce qu'elle avait des contrats ou parce que Margot Robbie, elle avait pas que ça à faire que de faire le dessin animé, clairement. Oui, bien sûr. Donc c'est parce que voilà, sinon je pense qu'ils auraient proposé à Margot Robbie, évidemment. Mais c'est vrai qu'on avait entendu une rumeur à l'époque, juste avant la sortie il de avait la proposé, série. oui, Ouais, il était prévu qu'elle le fasse et finalement, il était parti. Finalement, ça s'est pas apparemment. fait, ouais. Alors que moi, je suis très disponible, vous voyez. Moi, j'ai pas l'agenda de Margot Robbie, quoi. C'est-à-dire que voilà, je peux la doubler effectivement, quel que soit le projet, je peux le faire. Tu veux dire qu'on n'arrivera jamais à avoir Margot Robbie sur un podcast Batman Legends? Il faut jamais dire jamais. On y travaille. On ne sait jamais, justement. Non, bon, on a Dorothée Pousseau, c'est déjà très très bien. Ah bah merci. Par rapport au personnage d'Harley, je voulais savoir, est-ce que t'as déjà lu des comics Harley Quinn ou même Batman avant? Et non, pas est-ce du que, tout. après maintenant l'avoir doublé, est-ce que t'en lis ou est-ce que t'aimerais en lire? Alors, c'est drôle que tu dis ça parce que j'en parlais il y a pas longtemps. Effectivement, j'aimerais bien en lire. Ça m'intrigue. J'en ai pas lu avant. Pas trop, j'ai lu pas mal de, voilà, j'aimais bien les BD évidemment, mais moi je suis la vieille époque, j'aimais bien les Astérix, voilà, j'aimais bien les Boulet Bill aussi, enfin les trucs comme ça, mais c'est vrai que j'ai pas été dans l'univers Batman. Mon frère, j'ai un grand frère, il était à fond lui, évidemment, mais moi non, pas trop, j'aimais bien, mais c'était pas ce que je lisais, quoi, on va dire, c'était pas ma lecture. Et là j'ai deux petites filles. Mais qui aimeraient bien cet univers, je pense, mais elles ont 6 et 3 ans, donc c'est encore un peu petit pour ce genre de lecture. Donc voilà, je pense que j'y viendrai, ou alors je le lirai moi, mais c'est vrai que là, ça s'est pas présenté, en fait. Ça s'est pas présenté comme ça, quoi. De dire, tiens, on va les acheter. Mais c'est vrai que si j'en vois et que, ouais, je pense que j'aurais envie de les lire. Ça m'intéresse, quoi. Ah, tu pourras nous demander conseil. On te fera des conseils lecture. Ah bah voilà, avec plaisir. Ouais, on a des spécialistes d'Harley Quinn dans l'équipe, donc on pourra trouver des bons conseils. Ah bah écoute, avec plaisir. Et il y a des nouveaux comic books qui sortent avec elle, enfin qui sont. Oui, tout le temps et de plus en plus. Mais justement, il y a une belle nouveauté qui va arriver pour début novembre si les diffuseurs continuent un peu. Il y a un comics Harley Quinn et Poison Ivy qu'il n'y a pas eu depuis un moment donné en France, donc j'ai hâte de lire ça. D'accord, génial. Oui, et puis c'est vrai que Harley Quinn est un personnage de plus en plus populaire, donc il y a de plus en plus de séries ou de comics qui utilisent ce personnage-là, donc. Mais il y a des belles choses. Ouais, ben la mauvaise, il y a de belles choses. D'accord, mais c'est ça que j'aime bien parce que justement c'est un personnage qui était complètement secondaire, enfin qui servait en fait le Joker, etc., qui était vraiment une petite pièce rapportée. Et je trouve que c'est une belle émancipation justement. Une belle évolution de ce personnage qui était qu'on connaissait pas, qui était vraiment dans l'ombre, qui était voilà
le sbire du Joker et qui d'un coup prend le pouvoir et vient sur le devant de la scène. Enfin, je parle dans l'univers, quoi. Et je trouve ça génial, quoi, en fait, que il y ait cette découverte, quoi, ce développement de personnage. Je trouve que c'est fascinant. Et même qu'elle soit dans le cœur des gens, enfin que d'un coup elle ait une vraie vie, en fait, qu'elle ait une vraie importance. Je trouve ça super. C'est cool. Enfin, moi, en tant que féministe, hein, je trouve ça top. Non, Ouais, mais c'est vrai, clair. c'est vrai, c'est vrai. C'est surtout des atouts qu'on met souvent en avant justement quand on parle du personnage d'Harley Quinn. Hein. C'est clairement un point fort du personnage. Ouais. Et alors, avant de te libérer, hein, parce qu'on va pas te bloquer Oui, toute la soirée, on a en peut-être fait, une mon mec est en train de gérer les enfants, donc tout va bien. Moi, je suis tranquille dans la cuisine, avec un petit verre de vin. Je suis peinarde, franchement. Ah bah moi Ah, aussi, tu vois, tiens. Alexandra, t'es pas la seule. Ah bah voilà. 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 Les grands esprits se rencontrent. Les blondes se rencontrent. Est-ce que moi j'ai une question qui est reliée donc à Margot Robbie. Est-ce que tu l'as déjà rencontrée ou est-ce que tu aimerais la rencontrer? Je sais qu'il y a souvent une relation particulière qui se fait entre un comédien de doublage et un acteur. Donc je sais pas si de ton côté tu as déjà eu la chance de la rencontrer et éventuellement. Eh ben non, je ne l'ai pas encore rencontré, mais ça devrait se faire. Ah. J'aimerais bien, évidemment, parce que je trouve ça super sympa. De toute façon, que ce soit Margot Robbie ou une autre, je trouve ça hyper sympa de rencontrer les comédiens qu'on double, quoi. Ça m'est arrivé 2 fois et j'ai adoré. J'ai trouvé ça mais génialissime. Donc Oui, ça doit être très particulier. Ouais. j'ai rencontré une comédienne qui s'appelle Leslie Chabert. Alors typiquement, vous avez déjà vu sa tête, c'est sûr, parce qu'elle tourne film sur film et tout, mais elle est pas connue comme ça. Elle faisait une série quand j'étais ado, que je doublais ado en fait, on a le même âge, et qui s'appelle La vie à 5, avec Neve Ah oui. Campbell, la meuf Oh là là. qui était dans Scream. Ouais, voilà. Seuls ceux nés dans les années 80 peuvent connaître. Et je pense, c'était en 96, si je dis pas de conneries, Ouais. comme ça. Ouais, dans les années 90. Et donc du coup voilà, et en fait elle, je l'ai rencontrée à Los Angeles, au studio Columbia, où elle était avec Neve Campbell et tout ça, et on avait passé une journée ensemble, c'était hyper sympa. J'étais restée sur le tournage, j'avais fait des photos avec elle, mais elle était genre encore plus excitée que moi, quoi. Elle a fait venir sa mère, qui nous avait pris en photo. J'avais ça, non, mais c'était trop drôle. J'avais son numéro perso et du coup on s'appelait à Nouvel An ou Noël pour dire bon bah voilà, enfin joyeux Noël, bonne année, enfin les trucs basiques, mais genre on est resté en contact très longtemps, pendant peut-être 10 ans, bon, puis là voilà. Mais pendant longtemps on s'envoyait des messages et tout, et hyper sympa. Et je continue à la doubler, je la double beaucoup beaucoup pour M6, et elle fait toujours des téléfilms un peu sympas. Enfin moi j'adore genre de téléfilms de Noël, de trucs et tout, j'aime bien. Moi aussi. Et Avec la période, là, c'est... J'adore, ouais, voilà. Donc elle en fait elle souvent, et c'est cool de la doubler parce qu'elle est vachement sincère, elle est vachement juste en fait, elle est hyper naturelle. Et puis après j'avais rencontré une autre fille qui s'appelle Ashley Jones, si je dis pas de bêtises, que je ne double plus du tout d'ailleurs. C'est quelqu'un d'autre parce que je la doublais dans la série Amour, gloire et beauté à l'époque. Ouh là Et puis là. il y a eu tout un bins quand la série a changé de studio. J'ai pas voulu y aller pour des raisons, voilà, parce qu'ils n'avaient pas été très clean, etc. Enfin bref. Et du coup, j'ai pas voulu suivre. Moi, je suis très voilà, battante pour les trucs réglo, etc. Bref. Donc j'avais dit ah non, c'est un scandale et tout, j'y vais pas. Et résultat, du coup, j'ai perdu le rôle. Et voilà, donc je la double plus, mais je l'avais rencontrée à Los Angeles aussi. Et elle était hyper sympa, et la meuf, elle était incroyable parce que c'est hyper dur de jouer dans ces séries, je trouve. Enfin, franchement, faut être on dit toujours que c'est de la connerie, les soaps et tout, mais moi, je pense qu'il faut être un comédien de ouf pour jouer là-dedans. Parce que Ils enchaînent pas mal. Ah, mais ils enchaînent comme des malades. C'est-à-dire que t'as 2 prises suite. Bah, c'est un peu tous les sous le soleil, les machins comme ça qu'on a en France, c'est pareil. C'est-à-dire que souvent on dit ouais, c'est de la merde et tout, mais à la décharge des comédiens, enfin, moi, je tourne pas j'ai pas encore fait de série comme ça. Mais j'avoue que à la décharge des comédiens, c'est hyper dur. T'as les textes 48 heures avant, il faut se les tarter à apprendre, et ensuite t'as droit à 2 prises. Donc tu vois, là où sur un film tu peux faire 7-8 prises, et après ils prennent chaque bout de ci, de ça. Là ils montent la nuit,
Et c'est diffusé la semaine d'après. Donc il y a même pas de genre tiens on va prendre cette phrase ici, cette phrase là, on l'éclaire bien, on fait une belle lumière, elle va être sublime, elle va être c'est hyper d'un coup c'est hyper dur en fait. Et là la fille je l'avais rencontrée, je lui avais dit mais comment tu fais pour pleurer autant? Parce qu'elle pleurait tout le temps. mais moi j'avais même plus de larmes en fin de journée quoi. J'avais tellement pleuré que la pauvre c'était le souffre-douleur de la série. Bridget Forrester, elle était trompée du matin au soir, enfin bref. Et je lui disais, mais moi, j'ai plus de larmes, quoi. Et je pleure moins que toi, parce que moi, je fais qu'une prise, voire 2 grands maximum, mais en général, j'en faisais qu'une, alors qu'elle, elle fait quand même au moins 2 voire 3 minimum par scène. Donc, je lui disais, mais comment tu fais pour avoir autant de larmes? T'as un réservoir, quoi. Et, parce que tu sais, il y a un moment où, enfin, même, je sais pas si vous arrivez, quand on perd un proche et tout, qu'on n'arrête pas de pleurer pendant plusieurs jours, je trouve qu'à un moment, on n'a plus de larmes, un peu. Oui, oui, oui. Ouais, À un moment donné, ça s'arrête. Oui. Ouais, voilà. Et ben elle, je sais pas, elle continue. C'est pas possible. Elle a eu des déceptions amoureuses avec Victor. Hein? Elle a eu des déceptions amoureuses avec Victor, c'est pour ça. Ah bah voilà, bah ça fait ça quoi. Et et en fait, c'était voilà, mais c'était très cool de les rencontrer. Les 2 comédiennes étaient adorables. Et voilà. Et Margot Robbie, donc c'était un peu dans les tuyaux. Warner, je crois qu'ils ont envie d'organiser une rencontre. Et moi, ce sera avec grand plaisir, évidemment. Sauf que là, ça va pas être tout de suite, quoi. Ouais. Ah oui, effectivement, ça sera pas de suite, ouais, c'est sûr. Non, ça va pas être maintenant. Mais je pense qu'à l'occasion, en fait, de Suicide Squad 2, parce que pour l'avant-première de Birds of Prey, ça a failli se faire. Mais elle est restée coincée à l'avant-première à Londres. Ah, Et moi, je suis allée présenter l'avant-première française à Cannes. Oui, alors, elle devait être là, l'avant-première de Cannes? Bah, à la base, j'aurais voulu qu'elle vienne. Ah, parce que moi j'y étais du coup, j'étais dans le public quand j'étais sur scène, et alors si tu me dis que je l'ai raté, je suis dégoûté. Hein. C'était celui avec une pancarte Margot je t'aime. T'as dit quoi il faut savoir que quoi? Nicolas est complètement amoureux. De quoi? De Margot Robbie? Non. Ah bah oui, je pense. Non mais oui, effectivement, Margot Robbie c'est une actrice que j'adore et c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé la voir en vrai, mais bon. Ça ne s'est pas fait. Bah oui, mais franchement, elle aurait, enfin, c'était plus ou moins prévu qu'elle soit éventuellement là, avec tout le film d'ailleurs, avec toute l'équipe. Ah, ça aurait été... mais c'était hyper compliqué, et puis, et en fait, c'était en février. C'est ça, hein, c'était en février, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Un peu avant le Covid, un peu avant qu'il ferme, quoi. C'est ça, ouais. Et c'était un bazar parce que, justement, ça commençait à être un peu un bordel pour se déplacer, que l'avant-première était pile la veille au soir et que le lendemain, ils avaient tous, pas qu'elle, tous les autres comédiens, une tonne d'interviews. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a l'avant-première, puis après le lendemain, c'est des rendez-vous toutes les 30 minutes avec des journaux différents, quoi. Et toute la journée, ils racontent, ils parlent du film, etc. et d'eux. Et ce qui fait que c'était impossible, du coup, qu'ils soient à Cannes à 16h pour présenter à 20h alors qu'ils avaient toute cette journée d'interview, quoi. C'était beaucoup trop serré. Donc, ils ont un peu espéré jusqu'à 15 jours de l'événement, ou 3 semaines, et puis après, c'est tout. Ils se sont dit, ok, c'est mort. Et ils ont hésité à décaler. Bon, finalement, ils l'ont laissé comme ça, puis voilà. Mais pour Suicide Squad 2, ça se fera, je pense. Ok, bon, faudrait que je sois là dans ma première, alors. Ouais, mais je pense qu'ils la feront à Paris. Ouais, sûrement, ouais, sûrement. Mais c'est pas grave, je monte, moi. Non, mais c'est pas grave, Nico, nous on peut s'en occuper sinon. J'ai des amis sur Paris, ils m'hébergeront. Super. Bon, je pense qu'on va te libérer, Dorothée. Merci infiniment pour ta présence. Merci. Je vous en prie, c'était un plaisir de papoter avec vous. Et puis, merci à vous pour l'intérêt que vous portez à notre métier de l'ombre. Et c'est très gentil. C'était donc l'interview de Dorothée Pousseau qui double donc Harley Quinn dans la série animée éponyme et maintenant place à notre critique de la saison 2 de Harley Quinn et une saison 2 qui s'annonce un petit peu dans le même bain, j'ai envie de dire, que la saison 1. Quel est votre avis général, Alexandra, pour commencer sur cette saison 2 d'Harley Quinn? Comment tu l'as vécu cette saison 2? Oui, écoute, je l'ai très très bien vécu. Et sur un peu la même base de la saison 1, donc on avait été très élogieux sur la première saison, notamment avec un podcast avec Gilles Grayson, notre cosplayeuse chouchoute qui a autant adoré que nous tous. Et là, on est sur la même continuité, donc c'est très intéressant, c'est que c'est pas une série à part, c'est vraiment une suite du dernier épisode et on arrive au premier
une belle suite et sur le même ton, aussi loufoque, aussi trash, aussi immature et mature à la fois, avec aussi bien des nouveaux personnages mis en avant et une belle continuité. Donc vraiment, je suis pas déçue, quoi. Ok, c'est aussi ton avis, Siegfried? Alors moi j'avais fait participer au premier podcast puisque j'avais pas encore vu la série, donc j'ai vu les 2 saisons là pour celui-là. Et c'est vrai que, enfin, à l'origine, les 2 saisons étaient prévues pour n'en former qu'une seule, donc on devait avoir une seule saison de 26 épisodes, et on sent vraiment, en regardant la seconde saison, qu'on est exactement dans la continuité, comme le disait Alexandra, au point que, si vous ne vous souvenez pas de la première saison, c'est bien de la revoir pour ça. On n'est vraiment pas dans le genre de série animée de 20 minutes, comme on a énormément, où chaque épisode est indépendant les uns des autres. Là, il faut vraiment tout regarder dans l'ordre du premier épisode de la première saison, au dernier de la deuxième saison, et donc de la troisième qui viendra ensuite, parce qu'il y a une continuité qui est vraiment extrêmement forte, et vous risquez d'être vraiment perdu si vous vous lancez dedans sans vous souvenir bien des épisodes précédents, d'autant qu'il y a beaucoup de nouveaux personnages, et c'est même un des grands mérites de cette série, c'est de mettre en valeur des personnages dont même des aficionados de comics n'ont pas forcément entendu parler ou n'ont pas forcément mémoire. On a des Calendarman, Dr. Trap, Condiment King, Cyborgman, Kiteman, Dr. Psycho, enfin des personnages qui sont quand même secondaires ou plus que secondaires dans l'univers de Batman et qui là occupent des rôles très importants. Globalement, j'ai trouvé que les premiers épisodes de cette seconde saison étaient un peu trop dans la continuité de la première. Parce que du coup, la continuité est tellement forte que on a vraiment cette impression de fraîcheur, d'originalité dans la première saison, qu'on ne retrouve évidemment, qu'on retrouve un peu moins dans la seconde parce que forcément, tout cet effet de découverte euphorique est un peu passé. Du coup, les premiers épisodes sont peut-être un peu trop servis à une tonalité qu'on a déjà vue, mais ça se relance très bien avec un épisode 5 où il y a toute une dimension méta qui est ajoutée et ça se poursuit vraiment avec avec beaucoup d'énergie, avec quelques épisodes plus faibles que d'autres, mais enfin globalement il y a une très bonne tentative d'approfondir un peu quelques personnages et de tenter des choses qui n'avaient pas été tentées dans la première saison. Alors parfois ça va un petit peu loin et c'est ce que tu disais Alexandra, enfin il y a vraiment un côté immature qui est assumé complètement par la série, mais qui est parfois c'est de l'immature adulte comme on l'aime, ou ça nous provoque un peu, c'est des gros mots, c'est de la violence, enfin c'est des trucs qu'on a tellement pas l'habitude de voir dans du dessin animé, en plus licencié DC Comics, que forcément même dans les films tout court. Oui, voilà, tout à fait, ça va. À l'écran de télévision, de voir ça, des fois c'est rare qu'on voit autant de vulgarité globalement, que ce soit animé ou série, animé ou film. Télévision. Moi je sais que le premier épisode de la saison 1, ça a été un choc, quoi. Oui, tout à fait. Je crois qu'ils accumulaient 25 fuck en quelques secondes. Enfin, ça devenait presque de la prouesse. Et justement, ça va parfois un petit peu loin. Enfin, ils franchissent un peu trop vite souvent la limite entre ce qui est immature adulte et ce qui est immature gamin, où ça devient un peu scato, violent, du sang partout. Et bon, ça devient un peu puéril parfois, mais enfin, ça reste quand même assez détonnant dans le paysage. À la fois super-héroïque et animé habituel, et donc c'est vraiment très agréable, et ça reste une seconde saison qui est vraiment dans le haut du panier de ce qui se fait dans le genre des séries animées de ce type-là. Tout à fait. Pédi, tu veux rajouter quelque chose? Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Siegfried. Donc, j'ai pas participé aussi au premier podcast et du coup, j'ai enchaîné la saison 1 et la moitié de la saison 2 parce que j'ai pas encore terminé. Vilain élève que je suis. Vous pouvez me conspuer. Non, par contre, je pensais sincèrement être déçu par la série parce que vous savez ce que je pense de tout ce qui est Harley Quinn maintenant. Effectivement, je trouve qu'il y a un surplus d'Harley Quinn, une surconsommation d'Harley Quinn depuis quelques temps maintenant. Mais là pour ben non, je ne dis pas que c'est sa faute, mais voilà, j'en avais un peu marre de voir Harley Quinn à l'écran un peu partout, et là pour le coup, c'est un peu rafraîchissant parce qu'on a ce côté un peu loufoque, à la fois immature, quelquefois mature. Il y a du sang, il y a du gore, pour moi c'est vachement intéressant parce que c'est une série qui rentre parfaitement dans le cadre pour des jeunes adultes et des adultes et même des vieux adolescents. Vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup c'est plutôt cool. Moi j'adore ce côté un peu immature, c'est vraiment ce qui fait le total décalage. On n'est plus on retrouve vraiment aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on a une panoplie, une palette de vilains que certains, comme disait Siegfried, ne connaissent même pas. Évidemment, moi j'ai beaucoup adoré le rôle de Kiteman pour l'instant. Et franchement, c'est vraiment rafraîchissant, et je pense que je vais continuer la série. Au début, c'était juste peut-être un one-shot comme ça, mais je pense que je vais la continuer. Franchement, j'ai été agréablement surpris.
C'est vrai. Et alors, on parlait justement des nouveautés un petit peu dans cette saison 2. Je crois que c'est Alexandra peut-être qui évoquait tout à l'heure la présence de nouveaux personnages comme Batgirl, Catwoman notamment. Justement, t'en as pensé quoi de ces nouveaux personnages féminines justement dans ce rôle-là dans la série? Ouais, féminine et pas que. Il y a aussi l'apparition de Mr. Freeze et une nouvelle équipe Injustice qui vient un peu en milieu de saison, je crois. Oui, franchement, j'ai trouvé que c'était une bonne introduction, que c'était un bon respect des personnages dans la même veine que la mise en avant et l'écriture d'Harley Quinn. Après, je pense qu'il se laisse encore un peu de marge, qu'on verra des focus plus importants dans la saison 3. C'est pas la priorité à elle et ça se voit et c'est pas très grave non plus. Ouais, même si Batgirl a un rôle plutôt important hein, dans la série. Oui, mais ça, pour moi, ça m'a pas marqué. Ouais. En vrai. Et notamment sur Catwoman, ça m'a pas marqué. Après, oui, Catwoman a un rôle plus secondaire. Ouais. Je pense qu'on peut dire un mot aussi sur le design, qui est vachement super. Je pense qu'il y a un gros travail quand même je vais me répéter encore, mais c'est un mot assez important, et que ce soit pour lecteurs de comics ou pas, mais un gros respect, encore une fois, des créateurs de la série envers lecteurs ou pas, je ne sais pas, mais des personnages. Moi, les designs et les costumes qui ont été choisis, je suis complètement fan et t'adhères encore plus à la vision et au suivi de la série. Puis il y a aussi après une autodérision aussi sur certains personnages. Moi, je prends l'exemple de Bane, par exemple, qui est moqué de A à Z dans la série. Je trouve ça super drôle parce qu'ils se prennent vraiment pas au sérieux sur certains personnages qui pourtant à la base dans les comics sont quand même des personnages qui sont censés être terrifiants. Là pour le coup, Bane il se fait ridiculiser de A à Z. C'est attention, c'est le Bane de Schumacher qui est ridiculisé. Donc là, t'es en train de dire que t'aimes bien un truc que Schumacher avait fait et qui avait été complètement attaqué chez Schumacher. Attention. Oh mon Dieu, il est trop intelligent. C'est limite. Siegfried, il va te piéger, Peli. Ah purée. Non, mais pour le coup, au final, le quatrième mur est cassé, en fait. Il n'y a pas que Ben qui en prend plein la tête. Il y a aussi l'univers de DC, des références au film de Christopher Nolan, références à Hannibal Lecter. Enfin, c'est génial comment c'est structuré de cette manière-là. Oui, c'est vrai. Et il y a un autre point que j'aimerais traiter ce soir, c'est le traitement justement donné au Joker. Siegfried, tu en penses quoi justement de ce qui a été fait par rapport au Joker? Parce que là, c'est quand même quelque chose un petit peu différent qu'on nous propose. Alors ça va pas être évident d'en parler sans spoiler, puisque je rappelle qu'à la fin de la première saison, le Joker est officiellement mort. Enfin, il a disparu sans laisser de cadavre, donc on sait ce que ça veut dire. Oui, tu peux le dire. Mais bon, il revient quand même assez tardivement dans la saison 2. Bon, tant pis, on va spoiler, mais un petit peu. À un moment, Poison Ivy et Harley sont assises dans un bar et elles reconnaissent dans le serveur gérant du bar le Joker, mais un Joker qui aurait perdu tout son maquillage, serait redevenu civil et aurait femme et enfant. Et du coup, il va y avoir toute une série de gags sur est-ce qu'il va redevenir le Joker ou pas, comment faire pour qu'il ne redevienne pas le Joker, ou est-ce qu'à un moment peut-être qu'on aurait besoin du Joker et pas de ce civil un peu quelconque, et ça crée quelques moments assez drôles. C'est assez original, on se doutait qu'il le ferait revenir. Bon, il pioche un peu dans tous les comics avec le Joker qui a perdu la mémoire, enfin on en a eu quelques-uns qui étaient plutôt pas mal, et c'est plutôt bien géré. Enfin, de toute manière, c'est un peu le problème de la fin de la première saison, c'est qu'on nous annonçait que Batman et le Joker ne seraient plus dans la série, alors qu'évidemment faire une série, même une série Harley Quinn, même en montrant qu'elle est indépendante et qu'elle a ses nouvelles équipes et ses nouveaux antagonistes et ses nouveaux enjeux, on aime bien quand même avoir un univers dense dans lequel le Joker et Batman auraient un petit rôle. Donc tout l'enjeu de la seconde saison, c'est aussi d'articuler cette importance d'Harley Quinn avec l'importance de tout l'univers qui évolue autour d'elle, et donc en faisant revenir un peu ces personnages qu'on avait évincés. Et on a l'épisode 5 qui était justement un de mes préférés, qui est assez génial parce que dans les 2 premières minutes de la saison 5, c'est juste 2 spectateurs de télévision qu'on n'a jamais vus et dont l'un dit j'ai pas envie de regarder la série animée Harley Quinn parce que c'est tout pourri, il y a jamais Batman, il y a tout le temps Harley, puis Harley elle est super forte, elle est super belle comme par hasard, enfin et puis elle lutte contre le patriarcat, enfin c'est complètement ridicule, c'est un truc vraiment SJW, on va pas regarder ça. Et quand tu regardes le synopsis de l'épisode, donc l'épisode que le spectateur est en train de regarder, ils disent
promis dans cet épisode, il n'y aura pas du tout Harley, c'est juste un épisode pour montrer le retour de Batman. Et donc du coup, il se dit peut-être qu'on va le regarder quand même. Enfin, c'est assez génial. Et donc on a tout un épisode qui est uniquement centré autour de Gotham sans Harley Quinn. Et donc il y a quand même cette volonté de Mais justement, de répondre à autre chose. Et Ouais, vas-y, oui. vas-y. Enfin, j'ai trouvé ça assez fort de ne pas. Enfin, parce que il y a un moment où toute cette hystérie, cette immaturité peut vite devenir un peu lourdingue, et donc c'est une bonne idée de faire quelques épisodes qui se concentrent sur autre chose que des nouvelles histoires et des nouveaux enjeux pour Harley. On a aussi tout un épisode où c'est juste un flashback des rencontres entre Harley, le Joker et Poison Ivy. Et donc tout cet épisode-là sur le retour de Batman et comment il se structure autour de Gordon, qui est absolument délicieux parce que c'est un Gordon qui en prend plein la tronche et qui est vraiment hilarant de médiocrité. Pour moi, c'est vraiment une des plus grandes réussites de caractérisation de la série. C'est ce Gordon. Il y a la relation entre Alfred et Batman qui est délicieuse aussi. Enfin, c'est vraiment l'occasion pour les créateurs de montrer que c'est pas juste une série Harley, qui savent aussi s'amuser sur le reste de l'univers, et que sur l'univers il est aussi important pour comprendre Harley. Enfin, c'est vraiment plutôt réussi comme défi créatif, et ça marche vraiment bien, y compris sur le Joker. Tout à fait. Alors, il y a un autre défi aussi que relève la série, puisque on se plaint souvent que dans les comics ou dans les films, dans les séries, il n'y a pas beaucoup de morts de personnages, en tout cas pas définitives. On a parlé avec le Joker, qui revient finalement, mais il y a quand même plusieurs personnages qui vont finir par mourir, notamment Damon Harley Quinn, Alexandra. Ça résume bien l'idée générale et l'envie que ce soit dans la saison 1 ou la saison 2. Donc on a bien compris, comme avait dit Siegfried, que c'est un tout. Et il faut pas juste arriver sur la saison 2 sans avoir la saison 1. Proposer des morts, c'était dans la continuité de proposer de l'humour trash, quelque chose de gore, la version immature, la version mature. C'est nouveau. C'est quelque chose qu'on voit pas. C'est vrai qu'il y a quand même des personnages importants qui meurent et qui pourront plus être utilisés dans les prochaines saisons, donc éventuellement. Mais c'est pas plus mal. C'est pas très grave parce que de toute façon, on a bien compris que l'idée centrale, c'est d'aller sur Harley Quinn et de limiter un petit peu sur sa nouvelle équipe, sa nouvelle force, qui l'aide quand même à s'en sortir par rapport au Joker. L'idée, c'était un peu ça dès le début. Moi, ça m'a pas choqué. Moi, j'aime bien les prises de décision. Pelli disait justement qu'il en avait marre de la Harley Quinn, qu'on le voyait un peu partout. Pourquoi pas prendre ce genre d'idées très changeantes, très dérivantes pour dire ça peut peut-être donner je veux pas non plus qu'il la tue, hein. Non, mais de te dire on sort un peu des cartons habituels. Moi, j'ai trouvé ça vraiment en termes directive. Voilà. Voilà quoi. C'était très bien. Tu vas y arriver, Alexandra. C'est dur. Il y a un autre point assez important et qui, je pense, marque réellement une grosse évolution dans la série, et qui est le point central, on va dire, de la série, en tout cas le sujet central, et surtout très marqué dans cette saison 2, c'est la relation Harley-Ivy. Siegfried, qu'est-ce que tu en as pensé Jusqu'à quel point on spoil là? Disons que Harley Ivy se rapproche un petit peu, quoi. Voilà. Après, est-ce que c'est une bonne chose? C'est vrai que dans les comics, ça se fait parfois non. On sait pas trop. Alors, de plus disons en plus, que de toute façon. On s'en doutait un peu parce que c'est aussi l'époque qui veut ça et qu'il y a un moment où dans une série qui se veut complètement émancipée et anti-patriarcale, évidemment, on a envie de retrouver un des plus célèbres couples lesbiens du comics, et peut-être le plus célèbre couple lesbien des comics, ce qui est un peu remis en cause au milieu de la saison parce qu'on a Poison Ivy qui épouserait Kite Man. Enfin, ça marche un peu improbable auquel on ne croit pas une seconde, mais qui semble assez sérieusement se décider. Et enfin, voilà. Ça a l'air plutôt sérieux, hein. Et moi, je trouve ça génial. C'est présenté comme sérieux, même si on a un peu de mal à voir quelle alchimie il y aura entre les deux personnages, mais enfin bon, c'est drôle, quoi. Ça marche plutôt bien. Mais de même que toute la première saison, c'était comment est-ce que Harley se libère du Joker, toute la deuxième saison est quand même vraiment centrée autour de la relation entre Harley et Ivy, qui se rapprochent beaucoup et qui rendent le mariage avec Kite Man, de plus en plus compliqué. Et bon, c'est clairement le point central de cette saison 2. Et bon, on peut. Après, je rebondis de la fin, juste, oui. T'es pas obligé c'est pas parce que ça se veut, émancipation et patriarcale que tu mets un couple lesbien, hein. C'était pas, non, bien sûr. Pour moi, c'est pas lié.
Tu vois, je pense qu'ils ont voulu suivre un petit peu ce qui se dessine par moment sur les comics, que c'était par contre une facilité d'aller sur ça. Et dans le sens aussi où tu dis que ça suit un mouvement voilà de libération et de mise en avant des couples lesbiennes ou homosexuels à la télé. C'est ce que je disais, ça va dans la lignée d'une émancipation et d'un anti-patriarcat, parce que c'est vrai que à partir du moment où on assume à ce point ce côté libéré 21e siècle, SJW de la série, ne pas recréer ce couple lesbien qui est quand même assez connu dans les comics et faire marier Kate Mann et Poison Ivy, ça aurait paru un peu régressif, réactionnaire, enfin ça aurait été assez curieux, et bon, enfin assez vite quand même il y a cette tendance qui se dessine, et on voit bien que la fin de la saison 2 sera orientée vers une création du couple Poison Ivy Harley Quinn, et du coup c'est ce qui va être intéressant dans la saison 3, c'est comment est-ce que comment est-ce qu'à partir du moment où il y a un couple, est-ce qu'on va... Sachant qu'il y a déjà une espèce de pseudo-couple évidemment à demi-mot dans toute la saison, où on sent qu'elles ont une relation vraiment fusionnelle, et c'est vrai, il y a vraiment un duo, même quand elles ont toute une équipe autour d'elles, ces deux personnages forment un duo à part qui a vraiment une amitié vraiment très forte. Donc comment est-ce que dans la saison 3, cette idée qu'elles seraient peut-être en couple va redynamiser un peu les choses, qui est assez intéressante. En tout cas, c'était vraiment une grosse attente sur la saison, sur cette relation-là, et elle est très joliment gérée. Enfin, je sais pas ce que vous avez pensé, mais y compris le fait de revenir sur le passé, sur la première rencontre entre deux personnages quand Harley était encore Harleen Quinzel et Poison Ivy, une prisonnière de Darkhan Asylum. Enfin, globalement, c'est vraiment très bien écrit. On sent une vraie sensibilité. C'est pas juste balancé là pour faire du SJW, mais c'est aussi parce que les créateurs ont eux-mêmes une vraie conscience de ce que c'est que de faire une série émancipée à notre époque, et se saisissent vraiment très bien de ces enjeux et écrivent assez finement ces personnages-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est un enjeu majeur de la saison 2 et il est très bien géré. Ouais. Sur la saison 3, ça peut être effectivement difficile à écrire, parce qu'effectivement la fin de la saison 2 laisse penser qu'il peut y avoir un couple Harley-Ivy. Du coup, ça peut pas forcément être simple à écrire pour la saison 3. Je sais pas comment ils vont faire pour un peu... bon, moi, on a un peu spoilé, mais c'est vrai que de toute façon, même eux, au final, on va dire que dans la com, même de la com de la saison 3, quand ils ont annoncé la saison 3 sur HBO Max, ils ont quand même mis en avant cette relation-là, donc je pense que ça va faire partie, en tout cas, centrale de la première partie, au moins de la saison 3, ce qui est sûr. Après, on verra. Après, je pense qu'ils vont aller sur autre chose, parce que quand tu vois, chaque saison, j'ai l'impression, se démarque par une envie. Donc, comme la saison 2 marque un peu le début de cette relation, je pense pas, en fait, ce serait bête, après, ils peuvent, mais ils vont pas tout miser sur ça. Il y aura des nouveautés, peut-être justement ce que je disais tout à l'heure sur la mise en avant d'autres personnages qui sont arrivés. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais alors, dernière question, et je vous embête pas avec du spoil cette fois-ci. C'est juste pour savoir un petit peu s'il y a un épisode que vous aimeriez ressortir plus qu'un autre. Est-ce qu'il y a un épisode qui vous a marqué plus qu'un autre, Siegfried? Bah moi j'ai déjà dit, enfin pour moi il y a deux épisodes qui ressortent vraiment, c'est l'épisode 5 avec le retour de Batman qui regorge d'humour sur des personnages qu'on a moins vus dans le reste de la série, et qui du coup retrouve un peu de fraîcheur dans la présentation de nouveaux personnages, et puis il y a tout le commentaire méta au tout début de l'épisode qui rajoute vraiment toute une dimension qui est délicieuse, et puis l'épisode 6 avec la rencontre entre Harley, Joker et Ivy qui est plus conventionnel en tant que dans la structure dramatique, mais qui fonctionne quand même très bien. Enfin voilà vraiment les deux épisodes qui sortent un peu de la continuité pour proposer autre chose et montrer que les créateurs comprennent ces personnages, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant par-delà l'immaturité revendiquée de on casse tout, on tue tout le monde, on met du sang partout et on dit des gros mots. Enfin là il y a quelque chose de plus fin qui se joue, y compris dans le décalage. À un moment Batman a un missile pénis, enfin il a une ça m'a un peu choqué. Enfin, j'étais un peu gêné. Il a une espèce d'armure d'Iron Man une copie complète d'Iron Man volontaire. Après le bat téton, le bat pénis. Oui, tout à fait. Mais voilà. Et puis il tire un missile de l'endroit où se trouverait son caleçon. Enfin, c'est quand même pas très très fin, mais voilà. Ouais, mais il y a plein de scènes comme ça. C'est comme l'orgie que se fait dans la camionnette Frank, la plante.
Oui, par exemple, ou voilà. dans le même registre, le meurtre hyper violent du pingouin qui est quand même d'un gore absolu. Enfin, c'est que ça reste quand même plutôt chouette que cette série ne soit pas juste immature, mais tente quand même de nous provoquer, de nous gêner en jouant sur autre chose. Et bon, ça m'a plu, même si ça m'a un peu gêné à Je pense titre que humain. c'est parce qu'ils ils font plusieurs choses. Ils vont pas juste faire du milieu immature avec les blagues caca, pipi. Ils vont aussi aller sur des choses plus profondes. Moi, si je peux enchaîner, Comme le bah, Bazizi, c'est un peu, c'est profond. C'est trop fort. Mon Ok. Dieu, mon Dieu, pardon. On a dit Je que c'est vais, pas la taille qui comptait, Alexandra. bah moi, je vais reprendre Siegfried, l'épisode 6. Ouais. Pour moi, donc pour pas mentir à la communauté, j'ai eu un peu de travail, donc je suis allée jusqu'à l'épisode 10, il m'en manque 3, mais l'épisode 6, bah ça réunissait tout ce que j'aime, quoi, Harley Quinn, Poison Ivy et le Joker, c'était vraiment trop bien de ce que j'ai regardé, ouais. Ouais, c'est vraiment un bon épisode aussi. Non, c'est vrai qu'il y a, Ouais. il y a pas mal de bons moments dans cette saison 2, et bon, ben, vous l'aurez compris, on a adoré la saison 1, on a adoré la saison 2, on va forcément regarder la saison 3 qui arrivera en 2021, du coup. Et moi, j'ai pas le droit de dire mon épisode Vas-y, préféré. Péli, je Eh sais oui. pas si tu voulais te lancer ou pas, c'est comme tu Mais n'avais pas tout vu. Vas-y. J'ai bien aimé l'épisode 3 avec Catwoman. Ouais. Celui-là, j'ai bien aimé, mais je dois avouer que l'épisode où j'ai le plus rigolé, c'est un épisode de la saison 3 avec la bar mitzvah du neveu du pingouin. La saison 2. La saison 1? Saison 1, ouais, C'est la 1. saison 1. Ah oui, Ouais, la ouais. bar mitzvah. Je, Ah oui. je crois que j'ai jamais autant rigolé. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est ça. il est bien kiffant. Et toi, Nico, du coup? Ben écoute, moi j'adore. Allez, je vais en sortir un autre. C'est l'épisode qui parle qui est un peu centré sur le commissaire Gordon, parce que c'est vrai que la caractérisation du commissaire Gordon, elle est assez démente et C'est cher. et ouais, il prend cher Ouais, et cher. tu sens qu'il souffre, le pauvre. Et il y a un épisode qui se concentre un peu sur lui, il se reprend en main, il y a des scènes qui sont vachement drôles, vachement bien ficelées. Et voilà. Donc, mais il y a plein de moments super sympas où tu rigoles en regardant la série. Voilà, des fois c'est tout bête, des fois c'est plus profond, mais c'est vraiment, il y a des bons moments, quoi. Attends, j'ai une question bête comme ça, mais parce que nous, on est fan de la série. Moi, personnellement, je suis accompagnée, mais je le regarde toute seule. Toi, Nico, t'es accompagnée aussi d'une personne qui est pas forcément fan. Est-ce qu'elle regarde avec toi et est-ce qu'elle aime bien? Pas du tout. Elle regarde pas avec moi. Ok. Je me disais, non, mais je me Pourquoi disais, tu poses voilà. des questions comme ça? Et parce que elle peut regarder. Attends, moi, Robinson, je lui ai fait découvrir des trucs sur Batman. Maintenant, il est à moitié Ouais. fan. Et pas J'ai que. plus que la moitié. Et pas que. Ouais, non, mais c'est vrai, mais moi, elle a regardé plein d'autres choses, mais c'est vrai que cette série, là, pas forcément. Voilà. Je la regarde le midi, entre midi et 2, quand je suis en train de manger à ma pause déj, et elle est pas forcément là parce qu'elle travaille. Et voilà. Donc vous savez tout. Non, mais est-ce que du coup, Effectivement, elle a on pas la vu, donc, conseillerait Ouais, pense je qu'on pense la que ça conseillerait aussi à des personnes qui ouais, après il faut aimer le côté un peu gore, un peu violent, Ouais. et je sais que ça lui plaît pas trop forcément ce côté-là. Mm. Tu vois, par exemple, j'irais pas lui dire on va regarder la saison 1 ou 2 de The Boys, mais je sais que ça lui plaira pas trop, donc je suis pas sûr que ça lui plaise vraiment cette série-là par ce côté-là. Mais après, voilà. Mais bon, moi ça me gêne pas trop et j'aime bien parce que justement c'est décalé par rapport, comme on a dit tout à l'heure, tout ce qu'on a l'habitude de voir. Mais je sais que je suis pas sûr que ça lui plaira à 100%. Voilà. Bon, ben sur ce, comme je disais tout à l'heure, on va se plonger dans cette saison 3 qui arrivera en 2021. En attendant, Officiellement, hein, parce que ouais, autant en saison 2, on officiellement. savait qu'elle viendrait parce qu'elle a été réalisée en même temps que la saison 1, puisque ça devait former Ouais. qu'une seule saison, autant celle-là, elle a juste été annoncée vaguement sur HBO Max. Ouais, mais On va après, voir. oui, elle a été validée parce ils attendaient des financements et autres, je sais plus, enfin, je suis pas dans les petits papiers, mais apparemment il y a des ils attendaient au niveau du financement, etc. Et là, elle est lancée en production apparemment. Oui, mais bon, avec Ouais. le Covid, on Oui, sait après, que ça c'est peut vrai. prendre. C'est vrai Mais qu'aujourd'hui, heureusement, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, donc. heureusement, en attendant la saison 3, on aura probablement The Suicide Squad de James Gunn qui va sortir avant et qui, pour le coup, reprend exactement le même type d'humour que cette série animée, avec une Harley Quinn aussi déjantée, beaucoup de violence, des personnages importants qui meurent, etc. Donc ça nous fera une bonne. Et aussi bonne pause. doublé par Dorothée Puceo pour Harley Quinn. Absolument.
Ouais, exactement. Et la boucle est bouclée. Je pense qu'on peut conclure ce podcast. Merci Siegfried, Alexandra et Pelli pour votre participation. Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici pour parler d'Harley Quinn, de doublage et de séries télé. On se retrouve très bientôt pour un Bat Reviews un petit peu rapproché parce qu'on a pris un peu de retard pour ce Bat Talk. Et à très bientôt. Il va être chargé. À très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut. Salut à tous.